Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je vous lis un passage de La Route bleue de Kenneth White. Kenneth White, qui est le fondateur de cette école, la géopoétique, qui est un voyage, un métissage entre diverses cultures par le biais de la poésie et de la littérature. Alors, Kenneth White a entrepris un voyage au Québec en 1986, si je ne m'abuse, non, en 1982, et il en a rapporté un récit de voyage qui mêle les observations ethnologiques, les commentaires poétiques et des citations de divers auteurs. Ici, Kenneth White découvre la ville de Chicoutimi. En exergue de ce chapitre, une citation d'Henri Corbin tirée de L'Homme de lumière. L'Orient que cherche le mystique Orient non situable sur nos cartes est dans la direction nord, au-delà du nord. De ce nord cosmique, choisi comme point d'orientation, seule une marche ascensionnelle peut rapprocher. Le nom de Chicoutimi provient d'un mot cri, Chekotimwo, qui signifie eau profonde. Situé sur les bords de la rivière Saguenay, c'était au 19e siècle un important poste de traite, le plus important de tout le pays montagnais. Il est mentionné pour la première fois en 1761 dans la relation de deux prêtres jésuites, Gabriel Druyet et Claude Dablon, qui accompagnaient l'expédition française envoyée cette année-là pour découvrir un passage vers la baie d'Hudson par le Saguenay et le lac Saint-Jean. Nous partons de Tadoussac le 1er juin 1661, au nombre de 40 canots. Le 6e jour, nous arrivons de bonne heure à Chicoutimi, lieu remarquable pour être le terme d'une belle navigation et le commencement des portages. La gare routière occupe un cinéma désaffecté qui porte encore le nom grandiose d'Imperial Palace. Je prends mon sac à dos dans le coffre de l'autocar. Depuis mon dernier voyage, il s'est orné d'une patte blanche de grouse que j'ai dénichée à Glasgow. Porte-bonheur ou esthétique? J'entre dans un bar près du port et commande un whisky. Un endroit sinistre qui empeste le tabac froid et l'ennui, avec une immense table de billard au beau milieu. À quoi ressemble l'ennui? À une immense table de billard sans joueur. Légèrement requinqué par le whisky, je ressors et marche à travers les rues de Chicoutimi dans la lumière crue de midi. Dixie's Lunch Counter offre des hot dogs et de la morue fraîche. Le café Oasis propose du couscous et des merguez. Trop tard, je chercherai un endroit pour manger, mais pour l'instant je continue à marcher à l'affût d'un petit quelque chose, d'un petit signe qui me titille l'esprit. Prenez un ordre de nouilles et de riz et amenez un autre chez vous. Celui-là, c'est un Chinois. Je m'aperçois que je ne remarque que les restaurants. Alors je décide d'aller manger pour pouvoir penser à autre chose. Par exemple, savoir si je vais passer la nuit à Chicoutimi ou poursuivre ma route. J'entre dans le café Oasis et mange des merguez sur un fond de radio qui susurre J'aime tes seins, j'aime tes reins, nous nous aimons comme des chiens, à peu près aussi érotique qu'un vers solitaire. À ce moment précis passe une petite Pocahontas. Ah, ma beauté des bois, elle est partie. Je décide quand même de rester. Je n'ai pas encore donné sa chance à Chicoutimi. Je vais visiter le musée local. C'est triste à dire, mais il faut reconnaître que dans bien des endroits aujourd'hui, si on veut trouver un soupçon de vie, il faut aller dans les musées. Je vous le donne en mille. Ici, les Indiens étaient vêtus de tartans.
Tous ces trafiquants de fourrure écossais devaient leur fourguer du tartan en échange de peau. Comme tout le monde le sait, après la rébellion de 1745, le port du tartan fut prohibé par la vieille Calédonie. Et je m'étais toujours demandé ce qu'il pouvait bien faire avec tout ce bon Dieu de tissu. Maintenant, je le sais. Je m'attarde devant un tambour montagnais, devant un canoë en écorce de bouleau et un fusil à la bandoulière décoré de broderies et de perles. Neil McLaren, né en 1766 à Lochern dans le Perthshire, était agent de la Compagnie du Nord-Ouest à Chicoutimi entre 1880 et 1805. Il tenait un journal dans lequel chaque jour il notait ses transactions. Il notait également avec une minutie bien écossaise la température ainsi que la direction et la force du vent. Mardi 12 octobre 1802. Temps froid et couvert, vent de l'est avec une légère chute de neige. Nous avons préparé 20 paquets pour envoyer au lac Saint-Jean et Aswapumunchuan. Un paquet destiné aux trappeurs de l'arrière-pays pouvait contenir de tout, depuis les balles de fusil jusqu'au whisky, en passant par les farines, les pois cassés, le maïs, le porc salé, la graisse, le thé, le tabac et les pipes en terre. McLaren signale qu'un jour, il a reparti 7 barils de whisky Beauport dans 74 pots, ajoutant que ce whisky était réduit à 50% d'eau pour commun usage. Lui-même n'était pas grand buveur, mais il aimait sans doute siffler un petit verre de temps en temps, auquel vous pouvez être sûr qu'il ne prenait pas la version baptisée pour commun usage. Non pas que je le soupçonne d'incurgiter la même eau de feu à 60%, je le vois plutôt se verser un petit reconstituant tiré du baril d'un autre whisky dont il parle ailleurs, le petit whisky blanc de Marc Beaumont. Les fourrures commençaient à arriver aux alentours de mai-juin, quand les lacs et les rivières étaient dégelés et que les trappeurs pouvaient venir en canoë apporter leurs peaux au poste, toutes sortes de peaux, encore toutes luisantes de la lueur du nord, castors, zibeline, rats musqués, lynx, loutres, visons. Imaginez-les en train de descendre le Saguenay, un canoë après l'autre. Le trappeur saute à terre, défait son chargement, conclut son marché, laisse son fusil à réparer à la forge, met le cap sur la ville, claque son argent et s'en retourne au bois. L'Indien est graduellement mis à l'écart. L'intrus devient l'habitant et l'indigène devient indésirable. De temps à autre, l'un de ces Indiens se montrant au poste, crevant de faim, à moitié fou. Samedi 23 janvier 1802. L'Indien Kamushanagouche est venu ici aujourd'hui pour avoir de la farine afin de secourir une famille d'Indiens des îlets de Jérémie. Quand, plus avant dans le siècle, les scieries s'installèrent, dévastant les forêts sous leurs yeux, les Indiens sentirent qu'il était temps de se révolter, ce qu'ils firent très modestement en envoyant une pétition au gouverneur Lord Elgin à Québec. Qu'on nous donne un morceau de terre au lac Saint-Jean, que tu empêches les sauvages étrangers de couper nos bois et de chasser sur nos terres. Si tu ne nous accordes pas ce que nous te demandons, voilà que nous allons tous disparaître comme la neige disparaît le printemps au soleil. J'ai tout dit. En 1848, ces Indiens montagnais se virent accorder une toute petite compensation financière. En 1856, une réserve fut créée à Pointe-Bleue. C'est là que j'irai dans un jour ou deux. Mais pour l'instant, je me la coule douce à Chicoutimi. Le soir, je vais me promener le long du Saguenay, eau grise piquetée d'argent et d'or. Que c'est beau, quelque chose d'indien dans l'air. Et voilà, c'était tiré La route bleue de Kenneth White, vidéo que j'offre évidemment à mon ami Emmanuel Simard et à sa compagne. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mes vidéos vous plaisent.
pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez également joindre ma page Facebook ou aller la visiter. C'est une page de militants politiques en vue de l'insurrection généralisée qui ne saurait trop tarder. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien dans le quartier Côte-des-Neiges, le Livre Voyageur. Merci et bonne journée.